Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Aujourd'hui, nous poursuivons le récit de la conquête de l'espace préparé par Claude. Au cours des 2 premiers épisodes, nous avons vu que dans un premier temps, les soviétiques ont dominé la conquête de l'espace qui s'est rapidement transformée en course vers la Lune. Puis dans un deuxième temps, nous avons vu la machine américaine se mettre en branle et de ce fait les Américains rejoindre les Soviétiques pour finalement les surclasser. Nous voici maintenant arrivés à moins de 2 ans de l'échéancier fixé par le président Kennedy, un homme sur la Lune, avant la fin de la décennie. Bonjour à vous, bonjour Claude. Bonjour Florent, bonjour Laurent, bonjour Dylan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être au micro de Voyage dans l'espace. Comme nous allons le voir aujourd'hui, en 1968, nous avons assisté à une course à la Lune vraiment palpitante. D'autant plus palpitante qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. C'est-à-dire que normalement, dans une course, on voit les compétiteurs et on est en mesure d'évaluer qui est en avance sur qui. Dans le cas présent, ce n'était pas possible parce qu'on ne savait pas ce que préparaient les Soviétiques. D'autant plus que, comme on va le voir dans le balado, s'ajoute à cela une foule de rumeurs. Certaines rumeurs sont fondées, d'autres sont farfelues, pour ne pas dire même insensées. Mais à l'époque, il était très difficile de faire la part des choses. C'est donc dire que tout au long de 1968, on pouvait suivre au jour le jour ce que préparaient les Américains sans trop savoir ce que nous réservaient les Soviétiques. Évidemment, vous qui écoutez ce balado aujourd'hui, vous savez le résultat de la course, vous savez qui est le vainqueur, mais ce n'était pas le cas. Replongez-vous donc en 1968 en imaginant qu'on ne sait pas qui va remporter la course à la Lune. Mercredi 4 octobre 1967. On célèbre 10 ans d'exploration de l'espace. Dans les faits, le cœur n'est pas à la fête, puisque tant les Américains que les Soviétiques se relèvent doucement des 2 grandes tragédies de l'ère spatiale. L'incendie d'Apollo 1 et la fin tragique et encore inexpliquée de Vladimir Komarov au terme de sa mission Soyouz 1. C'est néanmoins l'heure des bilans. Bien qu'on ne sache toujours pas où en sont les Soviétiques, les Américains s'estiment être nettement en avance dans la course à la Lune grâce à la vaste expérience acquise avec Gemini, Salyut et Lunar Orbiter. Alors que les premiers vols d'essai Apollo, sans équipage, ont été de francs succès. À n'en point douter, ils ont franchi de précieuses étapes vers la Lune, ce que les Soviétiques n'ont pas encore fait. Mais puisque les Soviétiques n'ont cessé de surprendre, une certaine inquiétude règne aux États-Unis. Et si les Soviétiques procédaient par bonds prodigieux, comme ils n'ont cessé de le faire au cours des premières années de la course à l'espace? Se pourrait-il que les 2 dernières années durant lesquelles ils ont été si peu actifs soient la prélude à une série de coups de théâtre? Les Américains sont alors inquiets. D'autant plus qu'ils savent pertinemment bien que, parvenir jusqu'à la Lune, il leur reste encore des étapes difficiles à franchir. D'ailleurs, nombreux sont les observateurs qui doutent qu'ils y parviendront avant la fin de la décennie. 1968, le dernier droit. Devant la tâche qui les attend, les Américains sont pressés d'agir. Dès le 7 janvier, ils lancent leur 7e et dernière sonde Surveyor. Celle-ci se pose à 29 km du cratère Tycho, un beau et jeune cratère de 86 km de diamètre afin d'étudier un terrain que l'on croit recouvert de lave asséchée. Surveyor 7 complète avec brio sa mission 1 mois et demi plus tard. Les Américains ont donc réussi 5 alunissages en 7 tentatives contre seulement 2 en 14 tentatives pour leurs rivaux. Surtout, les surveilleurs ont cumulé l'équivalent de 17 mois d'opération sur la Lune, une expérience précieuse pour le programme Apollo. Le 22 janvier, la NASA réalise la mission Apollo 5. Il s'agit du premier essai en vol du module lunaire, dit LEM, pour Lunar Excursion Module. L'objectif de cette mission est de tester l'ensemble des systèmes de bord et de vérifier l'étanchéité du LEM, dont les parois sont plus minces qu'une feuille de papier. Autre objectif majeur, tester les moteurs fusées de descente et de remontée en simulant un alunissage puis un décollage depuis la Lune. Il s'agit d'un test crucial, car si le LEM s'avérait inapte au vol, cela compromettrait la suite du programme Apollo. Or, cette mission se révèle beaucoup plus mouvementée que prévu, puisque dès l'allumage du moteur de descente du LEM, celui-ci s'arrête au bout de 4 secondes seulement. Voilà qui compromet le reste de la mission.
Les contrôleurs se voient forcés d'adopter un plan de vol qui réduit au maximum l'usage de ce moteur et d'abandonner les manœuvres simulant un alunissage. Ils se servent plutôt du moteur fusée de remontée du LEM pour simuler un décollage de la Lune. C'est ainsi qu'au terme d'une envolée de 11 heures, Apollo 5 remplit l'essentiel de sa mission. Après analyse détaillée, les responsables concluent qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à un second test sans équipage. On passe donc à l'étape suivante, Apollo 6, le second vol d'essai sans équipage de la fusée Saturne V. Le 4 avril, la fusée Saturne V s'envole sans problème. Toutefois, après 2 minutes de vol, la fusée se met à vibrer très intensément de l'avant vers l'arrière. Elle subit de violents coups de butoir, qui pourraient la disloquer. La Saturne V perd d'ailleurs quelques morceaux. S'il y avait eu des astronautes à bord de la capsule Apollo fixée au sommet de la fusée, ils auraient dû déclencher la procédure d'évacuation d'urgence séparant la capsule de la fusée. Heureusement, au bout de 30 secondes, les vibrations s'estompent. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'on assiste à la plus gigantesque explosion en vol d'une fusée. Ensuite, le deuxième étage prend la relève du premier, mais bientôt, 2 des 5 moteurs fusée tombent en panne. Heureusement, les 3 autres fonctionnent normalement et ils cherchent à compenser cette défaillance. Néanmoins, au moment où l'on enclenche le 3e étage, la fusée n'a pas atteint ni l'altitude ni la vitesse requise. En conséquence, ce 3e étage fonctionne le plus longtemps possible afin de compenser les carences du 2e étage. Et finalement, de justesse, la Saturne V place sur orbite le vaisseau Apollo. Notons que ce lancement se déroulant en mode automatique, ce sont donc les ordinateurs de bord qui ont lutté pour placer Apollo sur orbite. 3 heures plus tard, les contrôleurs de Houston ordonnent la mise à feu du moteur fusée du 3e étage, mais contre toute attente, celui-ci refuse de se rallumer, autre panne majeure. De son côté, le vaisseau Apollo éprouve lui aussi des propres difficultés de propulsion, décidément. Finalement, après 10 heures de vol, la capsule Apollo amérite correctement dans le Pacifique où elle est récupérée. Les responsables du vol poussent un grand soupir de soulagement. Tout compte fait, il s'en est fallu de peu pour qu'on assiste à un échec aussi dévastateur pour le programme Apollo que l'incendie d'Apollo 1. Les responsables du programme peuvent néanmoins se consoler en constatant que la Saturne V a d'elle-même tout mis en œuvre pour finalement accomplir sa mission. Ces 2 missions Apollo montrent clairement que le premier pas de l'homme sur la Lune est loin d'être chose faite. Il semble même de plus en plus incertain que des astronautes fouleront le sol lunaire avant les années 1970. Les Américains pourraient même être les seconds puisque les Soviétiques s'activent de leur côté. Ainsi, début mars, ils procèdent à une opération qui intrigue les observateurs. Le 2 mars, ils lancent en direction opposée à la Lune un engin qu'ils appellent sonde 4, zonde signifiant sonde. Celle-ci se rend jusqu'à 354 000 km de la Terre, soit l'équivalent de la distance Terre-Lune, pour ensuite revenir se poser sur Terre 7 jours plus tard. Les Soviétiques viennent-ils de faire l'essai d'une capsule capable de faire l'aller-retour Terre-Lune, se demande-t-on. Sont-ils déjà presque prêts à envoyer des cosmonautes jusqu'à la Lune ? Mais malheureusement pour eux, ils subissent une autre perte tragique. Le 27 mars, Youri Gagarin, qui s'entraînait alors aux commandes d'un réacté, perd la vie lors de l'écrasement de son avion. Il s'agit d'un malencontreux accident qui n'a rien à voir avec quelconque complot ou sabotage, comme certains se plaisent à laisser entendre. Gagarin venait tout juste d'avoir 34 ans. Ses cendres reposent désormais dans la muraille du Kremlin, aux côtés de celles de Korolev et de Kamarov. Le 10 avril, les Soviétiques placent autour de la Lune la sonde Luna 14, qui, on l'apprendra beaucoup plus tard, avait pour mission de tester les systèmes de communication et de navigation des futurs vaisseaux habités, ainsi que pour étudier les mass cons, ces concentrations de masse sous la surface lunaire qui perturbent la trajectoire des engins orbitaux. La semaine suivante, ils placent sur orbite terrestre les Cosmos 212 et 213, qui sont en réalité des Soyouz, qui procèdent d'eux-mêmes à un rendez-vous et un arrimage en mode automatique, rééditant l'exploit des Cosmos 186 et 188 d'octobre 1967. Puis chacun revient sur Terre. Si les Américains ont maîtrisé ces manœuvres complexes à l'aide d'astronautes en capsule Gemini,
Les Soviétiques ont acquis cette maîtrise en mode automatique. Puis, curieusement, durant le printemps et l'été, les deux camps marquent une pause puisque aucune opération reliée à la course à l'espace n'est tentée. Entre-temps, toutefois, le 27 avril, la NASA surprend un peu tout le monde en annonçant que malgré les défaillances de la deuxième Saturne V, elle prendra le risque de placer 3 hommes à bord de la prochaine. Le lancement de cette Saturne V est envisagé pour novembre afin de tester le module lunaire en orbite terrestre. D'ailleurs, selon des rumeurs qui circulent à Moscou, les Russes s'apprêteraient à réaliser de spectaculaires opérations spatiales grâce à leur nouveau vaisseau spatial Soyouz, dont on ne sait pas grand-chose, mais au sujet duquel on spécule beaucoup. Comme le relate le New York Times du 5 mai, une foule de sources publiques et privées amène les analystes à croire qu'on doit s'attendre à une série de surprises. La course à la Lune semble donc vouloir s'intensifier, et ça promet. Notons par ailleurs que le 6 mai, Neil Armstrong passe à 2 secondes de perdre la vie alors qu'il s'entraîne à bord d'une sorte d'hélicoptère muni de moteurs à réaction plutôt que d'hélices. Cette étrange machine est conçue pour permettre à un astronaute de s'entraîner à se poser sur la Lune. C'est toutefois un appareil aussi difficile que dangereux à piloter, comme en fera la démonstration ce jour-là Armstrong. Durant ce vol d'entraînement, l'un des moteurs de l'appareil flanche soudainement et Armstrong n'a que 2 secondes pour s'éjecter avant que l'appareil ne s'écrase. Notons aussi la sortie sur les grands écrans de cinéma du film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, d'après un scénario d'Arthur C. Clarke. Ce film majestueux nous montrait ce que pourrait être la conquête de l'espace en 2001. C'est un film qui a vraiment fait rêver les foules. Le 19 août, la NASA annonce, aux surprises, une réorganisation des missions Apollo à venir, puisque le module lunaire, qui doit être testé en novembre, ne sera pas prêt à temps. En conséquence, le premier vol habité, Apollo 7, doit comme prévu survenir en octobre. Lancé par une fusée Saturn 1B, un équipage de 3 hommes testera à fond durant 10 jours la capsule Apollo. Il s'agit somme toute de la reprise de la mission Apollo 1. Ensuite, en décembre, Apollo 8 utilisera une Saturne V pour se placer sur une orbite terrestre très élevée et peut-être même pour se rendre jusqu'à la Lune. Enfin, en février ou en mars 1969, l'équipage d'Apollo 9 testera le module lunaire en orbite terrestre. Puis si tout va bien, ce dont on peut douter, il ne restera plus qu'une dizaine de mois pour accomplir le défi de Kennedy. Officiellement, nous dit-on, cette réorganisation est due à l'indisponibilité du LEM, mais aussi parce que les services secrets américains rapportent que les soviétiques s'apprêteraient à expédier des cosmonautes autour de la Lune. Lequel des deux remportera cette autre étape, très symbolique de la course ? On est sur le qui-vive. Justement, le 14 septembre, les Soviétiques lancent Zond 5, une capsule inhabitée qui se rend à la Lune afin de la contourner. En passant derrière elle, l'engin prend de spectaculaires photos de la Terre vues depuis l'horizon lunaire, avant de revenir amérir dans l'océan Indien le 21 septembre. Les Russes complétant ainsi une spectaculaire opération et tout porte à croire que la prochaine fois, il y aura des hommes à bord. Voilà donc que, tout d'un coup, ils semblent en avance sur les Américains. Du 11 au 22 octobre, les Américains réalisent la mission Apollo 7. Durant 10 jours, l'équipage teste à fond la capsule Apollo en orbite terrestre, réalisant les objectifs de la mission Apollo 1. Mais 5 jours à peine après le retour sur Terre de ces astronautes, les Soviétiques reprennent eux aussi leurs vols humains. Le 27 octobre, ils orbitent un Soyouz avec un cosmonaute, Grigorï Beregovoï, à bord. L'enchaînement, si rapproché des 2 envolées, accentue l'impression que la course à la Lune s'accélère. Les observateurs sont cependant intrigués par le fait que l'agence TASS annonce qu'il s'agit du lancement du Soyouz 3. Qu'est-il advenu du Soyouz 2 ? Ce n'est que quelques heures plus tard qu'on apprendra que celui-ci avait été lancé la veille, sans que TASS ne l'ait annoncé et sans cosmonaute à bord. On s'attend bien entendu à l'arrimage des 2 vaisseaux. TASS nous informe d'ailleurs que ceux-ci se sont rejoints sur orbite, mais étrangement demeure par la suite très vague quant à savoir s'il y a eu arrimage ou non.
C'est la même question qu'on se posera durant des années. Le Soyouz de Beregovoy revient sur Terre après 4 jours de vol sans qu'on en apprenne davantage sur le déroulement de sa mission. Que s'est-il donc passé ? Quels étaient les objectifs de cette mission ? Mystère. Le 10 novembre, les Soviétiques lancent un nouveau zonde vers la Lune. Et comme le précédent, Zonde 6 fait le tour de la Lune et revient se poser directement sur la terre ferme au Kazakhstan. La réussite coup sur coup de Zonde 5, Soyouz 3 et de Zonde 6 indique clairement que les Soviétiques sont fin prêts à expédier des cosmonautes jusqu'à la Lune. Et par chance pour eux, la prochaine fenêtre de lancement vers la Lune s'ouvre depuis le cosmodrome de Baïkonour, dès le 8 décembre. Or, du côté de la NASA, qui se prépare à envoyer 3 astronautes jusqu'à la Lune à bord de Apollo 8, cette fenêtre ne s'ouvre que le 20 décembre depuis Cap Kennedy. On s'attend donc à ce que les Soviétiques dament une fois de plus le pion aux Américains. L'enjeu est même majeur puisque, à bien y penser, le président Kennedy avait lancé comme défi d'envoyer un homme à la Lune avant la fin de la décennie, et non pas nécessairement un homme sur la Lune. Ainsi, les Russes pourraient toujours clamer avoir remporté le défi sans pour autant avoir jamais pris part à la course à la Lune. Pour cette raison, les journaux de l'époque fourmillent de rumeurs. Selon certaines, les Soviétiques se prépareraient à lancer une capsule avec équipage vers le 8 décembre, alors que la NASA se prépare à lancer Apollo 8 le 21. Nous voilà sur le qui-vive, quel beau suspense. Que va-t-il donc se passer ? Cependant, les dates du 8, du 9 et du 10 décembre passent sans qu'aucun lancement n'ait eu lieu depuis Baïkonour. Que se passe-t-il donc, se demande-t-on ? Y aurait-il eu lancement raté ou un pépin de dernière minute serait-il survenu ? Toutes sortes de rumeurs, certaines plus fantaisistes que d'autres, se mettent bientôt à courir. Ainsi, selon certaines sources dites bien informées, les dirigeants russes, ou peut-être même des cosmonautes sur le point de s'envoler, auraient craint tout à coup les risques d'un échec tragique à la face du monde. Toujours est-il qu'aucun vaisseau ne s'est envolé et qu'il nous faudra attendre 2 décennies pour connaître le fin mot de l'histoire, comme nous le relatons dans le balado 23, Noël 1968. Et tel que prévu, le 21 décembre, la NASA lance l'équipage d'Apollo 8 à bord de la 3e fusée de Saturne V qui, cette fois, se comporte parfaitement. Un grand soupir de soulagement. Ensuite, le jour de Noël, Apollo 8 fait 10 fois le tour de la Lune. Frank Borman, James Lovell et Bill Anders deviennent alors les premiers humains à échapper à la gravité terrestre. À observer la face cachée de la Lune, mais surtout à découvrir la Terre vue dans son entièreté. Voilà d'ailleurs ce qui impressionne le plus, un magnifique mais fragile joyau bleu et blanc suspendu dans l'immensité noire et profonde de l'espace. Les 3 hommes sont franchement bouleversés par ce qu'ils voient. Ils nous rapportent également des photos saisissantes de la Terre, dont les fameuses photos faisant voir un lever de Terre depuis l'horizon lunaire. Étrangement, ces photos ne feront pas sensation sur le coup, comme c'est le cas actuellement. Ce n'est que quelques mois plus tard et petit à petit qu'on va prendre conscience de leur signification véritable. En fait, ces photos-là ont joué un rôle très important dans le développement du mouvement écologique qui est en train de se former, se développer dans les années 60. Car elles nous ont révélé à la fois la beauté et la fragilité de la Terre, et c'est entre autres à l'aide de ces photos-là qu'on a pris conscience qu'il faut prendre soin de notre environnement, qu'on habite sur une petite planète fragile. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, là, dans les années 60, on n'a pas vraiment de conscience écologique, vraiment pas du tout. On pollue l'environnement sans s'en préoccuper, on jette nos déchets dans la nature, on pollue l'air et nos eaux. Même la notion de recyclage est une notion qui n'existe pratiquement pas. Ce n'est que dans les années 70, à la suite de l'exploration de la Lune, qu'on a pris conscience de la nécessité de prendre soin de notre planète. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans des balados précédents, c'est la grande découverte du programme Apollo, c'est-à-dire qu'en se rendant sur la Lune, ce qu'on a découvert, c'est à la fois la beauté de la Terre et sa fragilité. Et les photos d'Apollo 8 ont eu vraiment un impact très important sur la suite des événements au niveau de la société. 1969, la grande année spatiale. Le 9 janvier, la NASA dévoile le nom de l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Mike Collins et Buzz Aldrin,
qui, si tout va bien, pourrait tenter le premier alunissage. Toutefois, c'est là un très grand si, car la NASA a encore d'énormes défis à relever, à commencer par tester en vol le module lunaire, d'abord en orbite terrestre avec Apollo 9, puis en orbite lunaire avec Apollo 10. Ces missions sont prévues pour février et mai, de sorte qu'Apollo 11 pourrait tenter l'aventure dès juillet. La NASA prévoit déjà une seconde tentative d'alunissage, Apollo 12, à l'automne. La partie est cependant loin d'être jouée, insiste-t-on, puisque Apollo 9 et 10 doivent accomplir parfaitement leur mission avant de procéder aux étapes suivantes. En réalité, les chances sont grandes qu'Apollo 11 serve à compléter certains objectifs qui auraient été non atteints lors des missions précédentes avant qu'Apollo 12, commandée par Charles Pitt Conrad, ne tente, elle, d'alunir. De leur côté, les Soviétiques entreprennent l'année 1969 en Lyon. Les 5 et 10 janvier, ils lancent 2 sondes Venera qui doivent descendre dans l'atmosphère de la planète Vénus en mai. Alors qu'à la mi-janvier, ils procèdent à une double mission Soyouz. Pour sa part, la NASA lance ses sondes Mariner 6 et 7 qui aborderont la planète Mars en août. C'est dire qu'on s'apprête à explorer ces prochains mois quasi simultanément la Lune, Vénus et Mars. 1969 s'annonce déjà comme la plus palpitante des 13 années de la conquête de l'espace. Pour débuter, le 14 janvier, les Soviétiques orbitent Soyouz 4 avec un cosmonaute à bord. Le lendemain, ils lancent Soyouz 5 avec 3 cosmonautes. Les 2 vaisseaux s'arriment sans problème, puis les 2 cosmonautes sortent de Soyouz 5 pour effectuer une courte marche dans l'espace afin de gagner l'intérieur du Soyouz 4. Résultat, Soyouz 4 revient sur Terre avec 3 hommes et Soyouz 5 avec un seul. Les Soviétiques réalisent ainsi le premier transfert d'équipage en vol, une opération qui pourrait leur servir dans leur programme lunaire et surtout, nous disent-ils, à l'opération de futures stations orbitales. On apprendra des décennies plus tard qu'un tel transfert d'équipage était l'objectif du vol de Soyouz 1 qui s'est si mal terminé pour Vladimir Kamarov. Écoutez le balado 32, prélude à Apollo 11. À noter que, de plus en plus, les Russes parlent d'installer autour de la Terre des stations spatiales, une alternative plus judicieuse, disent-ils, que d'explorer la Lune. Mine de rien, ils se préparent à faire face au triomphe américain en faisant croire que leur priorité a toujours été d'opérer des stations orbitales. Or, c'était totalement faux, comme nous l'apprendrons des années plus tard. Ainsi, le 20 janvier, les Soviétiques lancent un vaisseau zone sans personne à bord qui devait faire l'aller-retour Terre-Lune-Terre, en prévision du jour où des cosmonautes pourraient faire ce genre de mission-là. Et puis, le 19 février, ils lancent une sonde qui devait déposer sur la Lune un véhicule d'exploration tout-terrain appelé Lunokhod. Ce véhicule aurait donc exploré la surface lunaire bien avant les astronautes d'Apollo. Et puis, 2 jours plus tard, le 21 février, ils lancent leur fusée N1, qui est l'équivalent de la Saturne V américaine, donc une fusée capable d'amener des cosmonautes jusque sur la Lune. Dans tous les cas, ce fut des échecs de lancement dont on n'a pas entendu parler à l'époque. On ignorait que ces missions-là avaient été réalisées. Et dans le cas de la fusée N1, il faut le savoir, étant donné sa dimension, l'équivalent d'une Saturne V, la fusée a explosé une 60aine de secondes après son décollage, donnant lieu à la plus impressionnante explosion de la conquête de l'espace. Évidemment, sur le coup, on n'a pas entendu parler. Plus tard, on verra des films. Ça a dû être une explosion absolument gigantesque, mais on n'en a pas entendu parler à l'époque. Maintenant, imaginons si ces 3 missions-là avaient réussi, donc dès le début de l'année 1969. Imaginons l'impact que ça aurait lieu sur la course à la Lune. Une course qui était déjà très palpitante, mais là, si les Soviétiques avaient réussi ces 3 missions-là, ça aurait été encore beaucoup plus spectaculaire, comme nous allons le voir. Février, c'est aussi le mois où devait s'envoler l'équipage d'Apollo 9. Cependant, la veille du lancement, les 3 hommes développent une vilaine grippe, ce qui retarde leur départ de 3 jours, une première. Apollo 9 s'envole donc le 3 mars. Il s'agit d'une mission complexe et périlleuse puisque pour la première fois, des astronautes testent en orbite terrestre l'ensemble du matériel Apollo, et plus particulièrement le module lunaire. À cette fin, durant 6h30, James McDivitt et Dave Scott prennent place à bord du LEM, le détachent de la capsule Apollo et mènent une série de manœuvres qui simulent les opérations de navigation en orbite lunaire. C'est là une opération risquée,
puisque le LEM n'est pas conçu pour revenir sur Terre. Si jamais, au terme de ce vol d'essai, McDivitt et Scott n'étaient pas parvenus à rejoindre la capsule Apollo et à s'y arrimer, ils auraient été condamnés. C'était la première fois que des hommes voyageaient à bord d'un vaisseau spatial incapable de revenir sur Terre. Heureusement, tout se déroule à merveille, l'équipage d'Apollo 9 complétant avec brio une mission de 10 jours. Les responsables de la NASA jubilent, puisqu'à 9 mois seulement de l'échéancier, tout le matériel lunaire est enfin qualifié. Ils peuvent désormais s'élancer vers la Lune. Et voilà que la course à l'espace semble devoir prendre de l'ampleur, puisque le 19 mars, le cosmonaute Pavel Belaïev révèle que son pays s'apprête à réaliser un nouveau et plutôt long vol spatial, sans en dire davantage. 10 jours plus tard, il ajoute que l'URSS réalisera des missions lunaires cette année ou l'an prochain, en plus de missions vers des destinations lointaines qui seront réalisées au cours des 2 prochaines années. Mais de quoi parle au juste Belaïev? De missions habitées, ou plus vraisemblablement des sondes robotiques? Voilà qui intrigue les observateurs. De son côté, la NASA annonce qu'elle prévoit de réaliser 9 débarquements sur la Lune à la suite d'Apollo 11. Ces missions devraient s'échelonner de 1970 à 1972 à raison de 3 par an. La NASA annonce aussi que le premier homme à poser le pied sur la Lune sera Neil Armstrong. Elle met fin à, dit-on, des semaines de spéculation quant à savoir qui du commandant d'Apollo 11 ou du pilote passera à l'histoire. Suivant la tradition militaire voulant que le capitaine soit toujours le dernier à quitter son navire, lors des missions Gemini, le commandant demeurait à bord de la capsule pendant que le pilote effectuait une sortie dans l'espace. On s'attendait donc à ce qu'Aldrin soit le premier à sortir du LEM, toutefois la NASA n'expliquant pas les motifs de sa décision. On ne cesse de spéculer depuis ce jour. Les 16 et 17 mai, les sondes Venera 5 et 6 plongent à 40 000 km/h dans l'atmosphère de Vénus. Comme prévu, durant une cinquantaine de minutes, elles mesurent la température, la pression et la composition de l'atmosphère. Succombant aux conditions atroces qui règnent dans l'atmosphère, les Venera cessent d'émettre alors qu'elles se trouvent à 18 km d'altitude. C'est là une prouesse technologique remarquable de la part des Soviétiques. Les mesures prises par les Venera indiquent que la température à la surface de Vénus atteindrait 530 degrés, alors que la pression serait 140 fois supérieure à celle que nous connaissons ici sur Terre. Ces données confirment celles de Venera 4. Vénus est un enfer où la vie est impensable. Voilà qui déçoit, puisqu'il n'y a pas si longtemps, certains imaginaient la présence de luxuriantes forêts tropicales sur Vénus. Pour sa part, la NASA réalise la mission Apollo 10, une répétition générale à la minute près du déroulement d'Apollo 11. Tom Stafford, John Young et Gene Cernan se rendent à la Lune. Le 22 mai, Stanford et Cernan, à bord d'un module lunaire, descendent à 15 km d'altitude, soit jusque-là où débutera la phase finale de l'alunissage. Puis ils remontent rejoindre Young qui pilote la capsule Apollo. Les astronautes en profitent pour observer attentivement et photographier le site d'alunissage afin d'en informer l'équipage d'Apollo 11. Stafford rapporte que ce site est facile d'accès et qu'il ne semble pas présenter d'obstacles majeurs. Ça devrait être facile de s'y poser, dit-il à l'intention d'Armstrong. C'est dire que ces astronautes ont parcouru 385 000 km pour parvenir à 15 km seulement du sol lunaire. Par conséquent, l'une des questions qui surgissaient dans les médias était « Stafford et Young auraient-ils pu poursuivre leur descente jusqu'à se poser sur la Lune? Auraient-ils pu se poser juste quelques instants avant de redécoller? Ou encore, les astronautes auraient-ils pu décider par eux-mêmes de poursuivre la descente jusqu'à se poser? Autrement dit, parvenus si près du but, pourquoi ne pas franchir les 15 derniers kilomètres, se demandait-on. Mais c'est là oublier qu'Apollo 10 s'aventurait déjà en terrain bourré d'inconnus, testant entre autres le vol coordonné de 2 vaisseaux en orbite lunaire, orbite qui, on le savait, est perturbée par la présence des Mascons. Le but de la mission était déjà si ambitieux et complexe qu'il était hors de question d'y ajouter la phase finale de la descente. Du reste, jamais les astronautes n'oseraient outrepasser les directives de la NASA, c'était juste impensable pour eux. En fin de compte, l'équipage d'Apollo 10 remplit parfaitement sa mission.
pavant ainsi la voie à Apollo 11, dont le lancement est désormais fixé au 16 juillet. Du coup, Apollo 10 couronne une réussite fantastique pour la NASA. En effet, en à peine 8 mois, d'octobre 1968 avec Apollo 7 à mai 1969 avec Apollo 10, la NASA venait de qualifier tous les vaisseaux et les techniques nécessaires pour parvenir sur la Lune. Or, jamais au lendemain de la tragédie d'Apollo 1, on n'aurait pu imaginer une succession aussi rapide de missions aussi ambitieuses. Il est vrai que la NASA a pris certains risques considérables, notamment avec Apollo 8, mais tout semble lui réussir. C'est ainsi que, comme chacun sait, les 3 astronautes d'Apollo 11 se sont élancés vers la Lune à la date prévue. Puis, le 20 juillet, Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulent le sol lunaire. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Ce qu'on ignorait à l'époque, c'est que 2 semaines avant le lancement d'Apollo 11, les Soviétiques ont procédé au 2e lancement de leur fusée lunaire N1. Mais, comme la première fois, cette fusée a explosé peu après le décollage. Nous, à l'époque, on n'a rien su de cet événement-là, mais on a toutes les raisons de croire que les services de renseignement américains étaient, eux, au courant de ce qui venait de se produire à Baïkonour, mais ils ne nous en ont pas soufflé mot. En outre, le 13 juillet, les Russes lancent la sonde vers la Lune, Luna 15, sans nous révéler quoi que ce soit à son sujet. On apprendra éventuellement qu'elle avait pour mission de rapporter sur Terre des échantillons lunaires juste avant les astronautes d'Apollo 11. Malheureusement, ou heureusement pour certains, Luna 15 a raté son alunissage et on n'en entendra plus jamais parler. C'est ainsi que les astronautes d'Apollo 11 rapportent sur Terre 22 kg d'échantillons. Toutefois, certains craignaient à l'époque qu'ils ramènent également avec eux de méchants micro-organismes lunaires qui auraient pu dévaster la vie terrestre. Pourtant, on savait fort bien que la Lune est un monde dénué de toute vie. Mais sait-on jamais, se sont inquiétés les plus anxieux. De son côté, la NASA, voulant éviter toute controverse inutile, elle a choisi de mettre en quarantaine les 3 astronautes durant 21 jours. Voilà qui leur permettait de se reposer tout en livrant le compte-rendu détaillé de leur mission. Le trio d'Apollo 11 ignorait alors que l'étape la plus exigeante de leur mission était encore à venir. La réussite spectaculaire d'Apollo 11 a eu des effets considérables sur le monde d'alors, puisque, entre autres, c'est à partir de ce jour qu'on s'est mis à dire que si nous sommes capables d'aller sur la Lune, on est aussi capable de résoudre tel ou tel problème. Comme quoi, désormais, tout nous semblait possible. Ainsi, dans cet état d'esprit, on s'est mis à envisager sérieusement la possibilité de fouler le sol de Mars, dès le début des années 1980. Le patron de la NASA proposa même un scénario précis. 2 équipages de 6 personnes s'envoleraient le 18 novembre 1981 pour atteindre Mars le 9 août 1982. 2 trios d'astronautes exploreraient ensuite la surface durant 1 mois. Les équipages quitteraient Mars le 28 octobre, passeraient aux abords de Vénus le 28 février 1983 pour finalement revenir sur Terre le 14 août. C'était là un projet qui, sous l'impulsion d'Apollo 11, semblait tout à fait réalisable. Hélas, comme nous l'expliquons dans le balado 73, la Lune et Mars, pourquoi est-ce si long? Ce rêve a vite été abandonné. À la suite du retour triomphal d'Apollo 11, on aurait pu s'attendre à ce que l'actualité spatiale marque une pause. Mais il n'en fut rien, bien au contraire, puisque les semaines suivantes ont été particulièrement remplies. D'abord, le 26 juillet, les géologues ouvrent la première des 2 boîtes d'échantillons rapportées par les astronautes. Ils jettent alors un premier regard sur la matière lunaire. On se souviendra que les astronautes ont eu d'énormes difficultés à déterminer la couleur du sol lunaire, car tout dépend de l'éclairage. À partir de son hublot, à bord du module lunaire, Armstrong avait l'impression que le sol lunaire avait l'aspect d'une belle plage dorée. Toutefois, une fois sur le sol, celui-ci paraissait très foncé, presque noir charbon. Les 2 boîtes d'échantillons, encore soigneusement fermées hermétiquement, ont été placées dans une enceinte isolée de toute contamination terrestre et plongées dans une atmosphère d'azote, un gaz inerte. Il fallait à tout prix éviter que ces échantillons ne soient contaminés par des micro-organismes. Les scientifiques les manipuleront à l'aide d'épais gants stérilisés. Tout était mis en œuvre
pour qu'à la fois ces échantillons restent protégés contre la vie terrestre, tout autant qu'ils ne contaminent pas le nôtre. Une fois la boîte ouverte, les 4 géologues qui examinent son contenu sont autorisés seulement à regarder, sans pouvoir ni toucher les échantillons ni les manipuler. Le contenu de la boîte devrait d'abord être photographié attentivement. Sur le coup, ces spécialistes ont une première déception. Les roches sont couvertes d'une couche de poussière très foncée qui empêche de voir quel type de roche il pourrait s'agir. Ce fut un moment très excitant de commenter l'un d'eux, mais en même temps frustrant. Nous avons une boîte pleine de roches recouvertes d'une matière noire. Ce n'est qu'avec beaucoup de précautions que petit à petit, ces roches seront dépoussiérées, examinées et analysées au microscope. Entre-temps, le 30 juillet, une semaine après le retour des astronautes, la NASA publie les photos rapportées par eux. On peut enfin voir ce que c'est que d'être sur la Lune, à quoi ressemblent différents paysages lunaires. Ce fut un grand moment. Un peu partout à travers le monde, on a suspendu nos activités pour admirer ces photos. Ces photos historiques qui sont maintenant gravées, je pense, dans l'esprit de tous. Et en particulier, une photo qui a frappé l'imaginaire, c'est celle où on voit Neil Armstrong se refléter dans la visière de Buzz Aldrin. Cette photo-là a fait la une de tous les journaux et tous les magazines à l'époque et elle est très souvent reproduite aujourd'hui encore. Le lendemain, 31 juillet, la sonde Mariner 6 passe en trombe à 3500 km de Mars et prend 24 photos en noir et blanc. À l'époque, on a tout à apprendre de cette planète qui nous titille tant. 4 ans plus tôt, la sonde Mariner 4 avait transmis les premières photos en noir et blanc de cette planète. 21 photos qui nous ont fait découvrir un astre couvert de cratères et ressemblant davantage à la Lune. Qu'allait donc nous dévoiler Mariner 6 ? Les 24 nouvelles photos font également voir des terrains accidentés et couverts de cratères. C'est la calotte du pôle sud qui étonne le plus. Vue depuis la Terre au télescope, elle apparaît comme une calotte blanche qui se démarque nettement du reste de la planète. Mais vu de près, il s'agit plutôt d'un sol gris, à peine différent des terres adjacentes. Qui plus est, les glaces du pôle sud sont faites de dioxyde de carbone, CO2, alors qu'on espérait y trouver de la glace d'eau, H2O. Mariner 6 mesure par ailleurs que la pression à la surface n'est qu'une fraction de celle qu'on retrouve sur Terre. C'est à peine si Mars possède une atmosphère, tout le contraire de Vénus. Cette atmosphère se compose à 98% de CO2 et les températures au sol varient de -73 à -125 degrés Celsius. Décidément, la planète rouge n'a rien d'un monde hospitalier comme on l'espérait tant. Écoutez le balado 38, pourquoi Mars nous obsède-t-elle autant ? 5 jours plus tard, Mariner 7 passe à son tour à 3500 km de Mars. Les observations faites par Mariner 6 au pôle sud ayant tant surpris les spécialistes que la trajectoire de la seconde sonde a été modifiée afin de l'ausculter davantage. Mariner 7 recueille 33 vues rapprochées de la planète qui montrent essentiellement des terrains accidentés et tapissés de cratères. On apprend ainsi à mieux connaître la planète qu'on a si longtemps considérée comme un oasis de vie. On est étonné de découvrir qu'il s'apparente davantage à la Lune qu'à la Terre. C'est néanmoins un jalon important que rapportent les Américains dans l'exploration de cette planète, bien qu'il reste encore énormément de choses à découvrir. On apprendra des années plus tard que les Soviétiques avaient eux aussi lancé 2 sondes vers la planète Mars, en même temps que les marineurs américains, mais que ces sondes avaient été perdues peu après leur lancement. Le 4 août, les géologues ouvrent la seconde boîte d'échantillons lunaires. Ils y découvrent des roches qui, une fois dépoussiérées, constituent un bel assortiment allant de petites roches jusqu'à quelques-unes de la taille d'une orange. L'un des spécialistes les décrit comme différentes de tout ce que nous avons sur Terre. Certaines roches renfermeraient des cristaux scintillants, tandis que d'autres présentent une touche inhabituelle de ce qui ressemble à du métal, dit-il. Le 7 août, les Soviétiques expédient Zonde 7 jusqu'à la Lune. 2 jours plus tard, cette sonde passe à 1200 km derrière la Lune, prend quelques photos couleurs avant de revenir se poser au Kazakhstan. L'opération intrigue les observateurs. Les Russes se préparent-ils à envoyer des cosmonautes contourner la Lune, alors que les Américains font tellement mieux ?
Ce qui aurait été un an plus tôt un exploit remarquable passerait à présent comme une opération sans intérêt. Que comprendre de cette mission ? Le 10 août, les astronautes d'Apollo 11 sont libérés de leur quarantaine. 2 jours plus tard, lors d'une conférence de presse télédiffusée, ils livrent leurs premières impressions. Ainsi, en explorant le sol lunaire, Armstrong et Aldrin estiment avoir rencontré beaucoup moins de difficultés que ce à quoi ils s'attendaient. La principale difficulté a été, disent-ils, qu'il y avait tout simplement trop peu de temps pour réaliser la panoplie de tâches que nous aurions voulu faire. Nous nous sommes sentis comme des enfants de 5 ans dans un magasin de bonbons. Il y avait tout simplement trop de choses intéressantes autour de nous. Armstrong considère enfin que la Lune est un endroit austère et étrangement différent, mais aussi très accueillant. S'amorce alors pour eux une série de parades à travers plusieurs villes américaines. Le 13 août, New York, Chicago et Los Angeles avec banquet présidentiel en fin de soirée. Et oui, tout ça dans la même journée. Puis Houston et Washington le 16, avec rencontre avec le président à la Maison-Blanche, discours devant le Congrès, etc. Et ce n'est que le début. En septembre et en octobre, les Russes lancent 2 sondes lunaires, mais qui demeurent coincées en orbite terrestre. Comme toujours, ils cherchent à camoufler ces échecs en leur attribuant les matricules Cosmos 300 et Cosmos 305. Mais les observateurs ne sont toutefois pas dupés. Sur le coup, on n'en saura pas plus à leur sujet, mais on finira par apprendre qu'il s'agissait de 2 tentatives pour rapporter sur Terre des échantillons lunaires. À la mi-octobre, les Soviétiques procèdent à une opération inédite. À 24 heures d'intervalle, les 11 et 12 et 13 octobre, ils lancent 3 Soyouz, démontrant par le fait même une capacité impressionnante. Pour la première fois, 7 hommes se retrouvent en même temps dans l'espace. L'agence de presse TASS nous indique que Soyouz 6 effectue des tests médico-biologiques, que Soyouz 7 observe et photographie la Terre et les étoiles, et que Soyouz 8 mène des recherches sur la polarisation de la lumière solaire réfléchie par l'atmosphère terrestre. TASS rapporte également que Soyouz 7 et 8 se sont rapprochés afin d'effectuer des observations mutuelles, des photographies et le tournage de films, qu'on ne verra jamais d'ailleurs. Et étrangement, il n'y a pas d'amirage entre eux. Les Soviétiques affirment pourtant que cette opération avait pour but de préparer d'éventuelles stations orbitales, mais on voit mal l'intérêt de faire voler 3 Soyouz en même temps. Enfin, ces Soyouz reviennent sur Terre après 5 jours de vol chacun, en se posant à 24 heures d'intervalle les 16, 17 et 18 octobre, montrant encore là une maîtrise étonnante du vol spatial. Mais devant une si étrange opération, sans arrimage ni transfert d'équipage, on se demande si les cosmonautes n'ont pas rencontré certains ennuis. Pendant ce temps, les astronautes d'Apollo 11 effectuent un incroyable tour du monde en visitant 27 villes en 5 semaines, jugées plus tôt. Mexico le 29 septembre, Bogota le 30, Buenos Aires le 1er octobre, Rio de Janeiro les 2 et 3, les îles Canaries les 4 et 5, Madrid les 6 et 7, Paris le 8, Amsterdam, Bruxelles le 9, Oslo les 10 et 11, Cologne le 12, Berlin le 13, Londres le 14, Rome du 15 au 17, Belgrade les 18 et 19, Ankara les 20 et 21, Kinshasa les 22 et 23, Téhéran les 25 et 29, Bombay le 26, Dhaka le 27, Bangkok du 28 au 30, Darwin et Sydney le 31 octobre et 1er novembre, Guam le 2, Séoul le 3, Tokyo et Honolulu le 4 pour enfin regagner Houston le 5 novembre. Et puis, en décembre, les astronautes visitent Ottawa et Montréal. Ça aurait été pour moi la chance de rencontrer l'équipage d'Apollo 11. Malheureusement, je ne l'ai appris que le lendemain dans le journal que Neil Armstrong et compagnie étaient venus à Montréal. Les astronautes révéleront par la suite que ce fut l'étape la plus exigeante de leur mission lunaire, c'est-à-dire, en quelque sorte, le prix à payer pour avoir été les premiers hommes à avoir exploré la surface lunaire. L'automne 1969 est aussi l'occasion de réfléchir au futur de la conquête spatiale. Ainsi, on rapporte que les Soviétiques auraient abandonné l'idée d'envoyer des cosmonautes sur la Lune. Mstislav Keldysh, le président de l'Académie soviétique des sciences, expliqua :
Pour le moment, nous nous concentrons sur la création de grandes stations spatiales. Nous n'avons plus de projet de vol lunaire habité. Les observateurs notent d'ailleurs que depuis un an, les propos soviétiques mettent de plus en plus l'accent sur l'importance d'installer des bases orbitales autour de la Terre plutôt que d'explorer la Lune. Keldysh espère que de telles stations seront opérées en permanence d'ici 5 ans. De son côté, la NASA songe déjà à l'après-Apollo. Ainsi, elle prépare son propre projet de station orbitale, Skylab, qui devrait être lancé en 1972. En outre, elle songe à se doter d'une navette qui devrait rendre l'espace nettement plus facile d'accès et surtout à moindre coût. Cette navette devrait permettre la poursuite de l'exploration de la Lune au-delà d'Apollo et même un jour de viser Mars. Finalement, en novembre, la NASA réalise une deuxième expédition lunaire, relevant avec succès 2 fois plutôt qu'une le défi de Kennedy. Pour la première fois, un président des États-Unis assiste à un lancement d'astronautes. Il s'agit Richard Nixon. Toutefois, celui-ci passe très proche d'assister à un autre désastre. Apollo 12 s'élance à 11h22, heure locale, le 14 novembre. Mais la météo est défavorable, la fusée s'élève dans un brouillard et c'est à peine si on la voit. Soudain, à la 36e seconde de vol, elle est frappée par 2 éclairs. Tous les systèmes électroniques à bord de la capsule flanchent, mais ils sont vite remplacés par ceux en réserve. Et à bord, les astronautes voient tous leurs voyants s'allumer sur leur tableau de bord. Le commandant de vol, Pete Conrad, rapportera plus tard qu'il s'est soudain senti comme devant un sapin de Noël. La fusée Saturne V poursuit tout de même sa course sans encombre, un miracle, plaçant correctement Apollo sur orbite terrestre. Tant les contrôleurs de Houston que les astronautes vérifient attentivement l'état des systèmes de bord. Tout semble fort heureusement en parfait ordre. Apollo 12 prend la route de la Lune comme prévu. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'on assiste à une catastrophe. Jamais plus on ne lancera des astronautes par si mauvais temps. Ainsi, il est à se demander si la présence du président Nixon au lancement a joué un rôle dans le fait de procéder à ce tir. 5 jours plus tard, Pete Conrad et Albin posent leur module lunaire dans l'océan des tempêtes, à 160 mètres seulement de la sonde Surveyor 3. Celle-ci s'est posée dans un petit cratère 2 ans et demi plus tôt. C'était là l'un des objectifs de la mission Apollo 12, démontrer la capacité à se poser en un endroit très précis de la Lune. Au sortir du LEM, Conrad, qui est de plus petite taille qu'Armstrong, éprouve de la difficulté à franchir ce dernier barreau de l'échelle menant au sol lunaire. Par conséquent, ses premiers mots sur la Lune seront « Oh là là, si c'était un petit pas pour Neil, c'en a été un grand pour moi ». Il est bientôt rejoint par Bean. Grâce à une caméra couleur, il filme ce dernier alors qu'il descend les chaînes du LEM, un film devenu classique. Toutefois, par mégarde, Conrad pointe brièvement la caméra vers le soleil. Or, l'éclat de celui-ci est si vif qu'une fraction de seconde d'exposition suffit à endommager la caméra. Résultat, nous n'aurons plus d'images télé des 9 heures qu'ils passeront à explorer le sol lunaire. Durant une première sortie, Conrad et Bean recueillent des échantillons, installent une panoplie d'instruments scientifiques, déploient la bannière américaine et prennent quantité de photos. Au cours d'une seconde sortie, ils rendent visite au surveilleur. Ils observent que l'engin, inerte, semble en parfait état et que ses teintes de blanc tirent à présent sur le brun pâle, la sonde apparaissant bronzée. Ils en récupèrent quelques pièces, dont la caméra télé et la petite pelle qui a servi à creuser le sol, afin de voir comment le matériel résiste aux rigueurs lunaires. Surveyor a été exposé à une trentaine de jours et de nuits lunaires. Durant cette sortie, près de 5 heures, il s'éloigne jusqu'à 600 mètres du LM et parcourt près de 2 km à pied. En une occasion, Conrad chute, mais il est aisément remis sur pied par son coéquipier, la faible gravité lunaire félicitant grandement la chose. Les astronautes séjournent en tout 31h30 sur la Lune, avant de regagner la capsule Apollo où les attend Richard Gordon. Ils rapportent avec eux 43 kilos d'échantillons. L'équipage revient sur Terre le 24 novembre au terme d'une mission de 10 jours parfaitement exécutée. Suite à leur retour, les 3 astronautes participent à plusieurs parades et présentations, mais rien de comparable avec ce qu'ont eu à subir leurs prédécesseurs. Déjà, on s'habitue au retour d'hommes sur la Lune, et oui, déjà.
Incidemment, une dizaine d'années plus tard, Pete Conrad fera une publicité pour une carte de crédit. Publicité dans laquelle il lance, pince sans rire, « Vous ne me reconnaissez pas? Je suis pourtant le 3e homme à avoir marché sur la Lune. Maintenant, partout où je vais, on me reconnaît grâce à ma carte American Express. » Et dire qu'il s'en est fallu de peu de chance pour que Pete Conrad aurait pu se retrouver dans les bottines de Neil Armstrong. Conclusion, les rêves de l'an 2000. Les premiers pas de l'homme sur la Lune ont eu un impact marquant sur la société d'alors. On s'est mis à rêver de l'avenir et plus particulièrement de l'an 2000. Ah, l'an 2000, que tout sera alors si merveilleux. Il faut dire que les années 60 ont été une période particulièrement trouble, avec notamment l'assassinat de personnages tels que John F. Kennedy, Martin Luther King, Bobby Kennedy. Partout à travers le monde, la révolte grondait, dont sur les campus universitaires américains et dans les rues de Paris, de même qu'en Tchécoslovaquie avec le fameux printemps de Prague, écrasé par l'armée russe. Au Québec, le FLQ fait exploser par-ci par-là des bombes. En outre, de nombreux conflits d'importance déchirent la planète, principalement au Moyen-Orient, la guerre des 6 jours. Sans oublier le Vietnam. Par ailleurs, les maladies cardiaques et le cancer font des ravages. Il n'est pas rare que des hommes décèdent dès leur 40e ou 50e année. On s'inquiétait aussi grandement des problèmes de malnutrition, de famine, de sécheresse un peu partout sur la planète. On voyait aussi venir avec crainte de terribles problèmes de surpopulation. Car à l'époque, on s'attendait à ce que la population du globe double d'ici l'an 2000. Comment allait-on nourrir tout ce monde ? Voir ou revoir à ce sujet le film d'anticipation Soleil vert. Par contre, on ne parlait nullement de l'Alzheimer et du Parkinson, puisqu'on décédait généralement bien avant que ces maladies de vieillesse aient le temps d'apparaître. Mais voilà que les premiers pas de l'homme sur la Lune font surgir un vent d'espoir. Tel que relaté précédemment, on s'est mis à se dire que si nous sommes capables d'aller sur la Lune, on doit bien être capable de résoudre tous les autres problèmes. Et c'est alors qu'on s'est mis à rêver littéralement de l'an 2000, puisque d'ici là, on aurait résolu, croyait-on, tous nos problèmes. On se disait par exemple qu'en l'an 2000, les maladies cardiaques et le cancer seraient vaincus, de même que les problèmes de famine, de guerre, etc. Évidemment, nous connaissons la suite. Quant à la conquête de l'espace, une fois le grand rêve réalisé, elle se poursuivra, mais sur de nouvelles bases, comme on le verra dans les prochains épisodes de cette série de balados. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous apporter votre soutien financier, rendez-vous sur la plateforme patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace, et vous pouvez nous laisser la somme que vous souhaitez. Et pour $5, à partir de $5, vous aurez accès aux épisodes 2 semaines en avance, ainsi qu'aux fascicules qui accompagnent la plupart des épisodes. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.